nous allons maintenant nous pencher sur le paysage international des réglementations de la finance durable. Quelles sont les règles qui s'imposent ou qui vont s'imposer? Quelles sont les zones d'influence de ces réglementations? Quelles en seront les conséquences pour les différents acteurs, les entreprises, les banques, les places financières? Voilà toutes les questions que je vais poser aux expertes qui sont à mes côtés. 4 expertes pour une table ronde très féminine. Je salue, c'est assez rare. Alors à mes côtés, Souad El Ouazani. Bonjour Souad, vous êtes associé Sustainability Services chez Mazars. Alors, je ne vais pas dire à chaque fois Sustainability Services. En fait, vous faites de la RSE? J'appuie les entreprises et les acteurs publics et privés pour adresser les enjeux de développement durable et les traduire dans leur stratégie. À vos côtés, Maude Gaudry. Bonjour Maude. Bonjour Cécile. Vous êtes aussi associée chez Mazars dans le même service et vous êtes représentante Mazars au sein de l'EFRAG. Alors l'EFRAG, c'est le groupe consultatif européen sur l'information financière. Exactement, c'est le pôle technique qui conseille la Commission européenne sur les projets de normes de reporting extra-financier. Donc c'est nous qui posons le crayon. À vos côtés, Sylvie Matera, vous êtes non-executive directeur chez My Money Bank et senior advisor chez Mazars. Alors My Money Bank, un mot peut-être? C'est une banque qui a fait la une de l'actualité récemment puisqu'elle vient de racheter les actifs Retail France d'HSBC. Donc c'est une banque qui va grossir et qui va reprendre tout ce qui était le CCF. Alors, en direct du Maroc et en grand sur notre écran, Lamia Merzouki, vous êtes coprésidente du réseau des centres financiers verts. Bonjour Lamia, vous nous entendez bien, nous vous voyons en énorme. Alors, je ne sais pas si on verra toujours, mais je vous donnerai la parole et j'espère que le décrochage se passe bien. Est-ce qu'on vous entend bien? Bonjour Lamia. Bonjour à toutes et à tous depuis Casa. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien et on soupçonne beaucoup de lumière derrière vous et peut-être un meilleur temps que chez nous. Oui, il fait beau, effectivement. Alors là encore, pour notre table ronde, je voudrais qu'on pose un peu la donne et qu'on soit clair sur ce dont on parle. Quelles sont les réglementations? Je me tourne spontanément vers Maude, mais quelles sont les réglementations qui aujourd'hui sous-tendent la finance durable et puis celles qu'on a déjà évoquées, certains textes qui se rapprochent? À quoi est-ce qu'on pense exactement? Et je vous propose de bien poser le micro sur votre menton. Alors, il y a plusieurs types de textes, dont certains ont déjà été évoqués dans la première table ronde, qui toutes découlent en fait de l'engagement européen de souscrire à l'accord de Paris 2015. Je pense que c'est important de garder ça en tête parce qu'on a tous un peu le sentiment que la réglementation européenne bourgeonne à une vitesse difficile à suivre, mais il y a c'est rationnel comme approche. C'est la réalisation que pour arriver aux engagements de Paris, il faut engager une révolution industrielle et qui s'accompagne de changements de comportement assez profonds, donc à la fois sur l'environnement et le social. Et ça a donné lieu à la réalisation par l'Union européenne du fait que, comme mes collègues l'ont dit avant, on a besoin de parler un langage commun pour être bien sûr qu'on parle de la même chose et qu'on comprend la même chose. Et qu'il fallait doter à la fois les acteurs économiques et les acteurs financiers d'outils pour réaliser cette transformation technologique et industrielle et la financer. Et donc, il y a 3 textes fondamentaux que sont la taxonomie, dont on a déjà parlé, l'ASFDR, dont on a aussi parlé rapidement, qui s'adresse uniquement à l'environnement investisseur, et il y a la CSRD, qui va être le liant de ces 2 textes, et qui a pour objectif pas simplement de proposer un langage commun, mais aussi d'inciter les acteurs économiques et financiers à se poser la question de où je me situe, et Sébastien en parlait précédemment, sur une trajectoire de transition. Que faut-il que je fasse pour faire partie de cette transition et en répondant aussi à la question, est-ce que mon business sera durable dans 10, 15 ou 20 ans? Donc ça, c'est un premier pilier de la réglementation européenne. Et ensuite, il y a un volet très prudentiel et superviseur sur les acteurs financiers dont Sylvie parlera, qui viennent compléter le dispositif réglementaire européen en guidant de manière un peu plus précise le travail des banquiers et des investisseurs sur l'accompagnement de cette transition. On est sur quelles échéances?
Alors, c'est très rapide. Hein. On parle ça va de 2 à 5 ans, mais 5 ans, c'est demain. La taxonomie, c'est déjà aujourd'hui. Hein. La première année de reporting, c'était l'exercice 2021. Alors, on est en mode de transition, donc on monte en puissance, mais c'est aujourd'hui. La SFDR, c'était 2021 aussi, donc on est déjà en train de nager dedans. Et la CSRD, comme ça a été évoqué, alors, elle est encore en mode projet, elle est débattue au niveau européen, donc le texte définitif n'a pas encore été adopté. Il devrait être adopté sous présidence française, donc d'ici juin de cette année, avec une date de mise en œuvre. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est exercice 2023 avec des premiers rapports en 2024. La réalité, c'est que c'est beaucoup trop court pour tout le monde, pour la Commission européenne, pour les FRAG et pour l'univers économique et financier. Donc, tant que c'est pas adopté, c'est pas officiel, mais je suis bien placée pour savoir qu'on est quand même beaucoup plus proche d'un scénario de décalage d'1 an. Ce que disait Mathieu. Et voilà. Et en plus en séquencé. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui sont aujourd'hui, par exemple en France, soumises à des PEF, débuteront sur l'exercice 2024. Donc, c'est les grandes entreprises de plus de 500 salariés. Deuxième étape, en 2025, les nouveaux entrants dans le périmètre de reporting, c'est-à-dire toutes les grandes entreprises entre 500 et 250 et toutes les cotées. Et enfin, en 2026, parce que comme le disait Edwige, toute l'économie doit contribuer, les PME. Donc, ça commencerait en 2024, étalé sur 25-26. On voit que ce sont des réglementations européennes. Alors, quelle est la zone d'influence, Sylvie, peut-être, voilà, est-ce qu'il n'y a que l'Europe qui est concernée et comment est-ce que les autres zones avancent? Alors, c'est certain que l'Europe a pris le leadership en la matière, puisque Maud vient d'en parler, il y a énormément de textes qui soit sont d'application, soit vont être d'application assez rapide, qui vont normaliser tout le travail des régulateurs dans chaque pays européen, puisque les directives vont être transposées dans chacun des pays, et donc applicables dans tous les pays européens. Alors, le problème, quand on est un leader, c'est de savoir si on est suivi ou pas. Parce que si on est suivi, on est toujours en avance et c'est très bien, et les autres vont prendre appui sur ce qui a déjà été fait en Europe pour s'en inspirer. Donc là, c'est un scénario très positif. Soit on n'est pas suivi et à ce moment-là, on apporte des contraintes aux entreprises et aux banques des pays concernés que n'auront pas les autres. Alors, je crois quand même qu'on peut avoir une attitude positive en la matière, que le domaine est quand même reflète une prise de conscience absolument mondiale, et donc au moins pour l'aspect climatique, et donc on peut considérer que les autres pays vont suivre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'organisations internationales dont l'influence va au-delà de la seule sphère européenne. Je pense par exemple, puisqu'on a fait référence au domaine financier, au Network for Greening the Financial System, NGFS, qui a un membership qui est beaucoup plus large que l'Europe. Donc on pense que les initiatives européennes vont être suivies par des initiatives internationales, sans doute plus rapidement du côté des États-Unis que du côté de l'Asie, mais sans doute ça va venir. En tout cas, on l'espère, parce qu'autrement, il y aura un impact compétitif important pour les entreprises européennes. On va y revenir. Je voulais tout de suite rebondir sur les États-Unis, peut-être. Est-ce qu'il y a c'est l'impression qu'on a pu avoir en fin d'année dernière, des petites guerres d'influence, des guerres de souveraineté. Alors, est-ce que c'est un sujet de souveraineté, ces réglementations, et comment est-ce qu'on se place par rapport à d'autres zones d'influence ? Oui, c'est une question de souveraineté. Parce que, comme je le disais, toute cette réglementation en Europe, elle découle d'une politique de développement durable très ambitieuse, avec un calendrier qui est très serré. On ne peut pas dépendre de décisions dans lesquelles on n'aurait pas d'influence pour avancer sur nos sujets. On a besoin de ces outils aujourd'hui. Donc l'enjeu de souveraineté, il est ici. Une fois qu'on a dit ça, les approches ne sont pas du tout incompatibles, loin de là. C'est juste qu'on va pouvoir avoir des calendriers plus ou moins ambitieux, et le calendrier international est moins serré que le calendrier européen.
Et l'approche technique peut être légèrement différente. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est important de savoir que l'Union est très consciente qu'on n'opère pas dans un vase clos et que nos grands acteurs économiques et même ceux de taille plus modeste ont aussi une exposition à l'international. Et donc, tout ce qui est mis en œuvre doit l'être avec un objectif impératif de compatibilité avec les règles internationales. Donc un acteur européen qui aurait une empreinte internationale et qui pourrait être exposé à ce qui va se développer en dehors de l'Europe n'aura pas à faire deux reporting différents. Les deux seront compatibles et il s'agira juste de taguer de manière informatique ce qui est commun et ce qui va au-delà. Et je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est une vraie source de stress pour à la fois les acteurs économiques et financiers. Mais le mandat européen est très clair, c'est compatibilité avant tout. Lamia, je me tourne vers vous si vous nous entendez toujours. Alors, depuis le Maroc, comment est-ce que vous voyez ces réglementations à la fois européennes, américaines et comment est-ce que vous ressentez des zones d'influence? Oui, merci Cécile. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Très bien. Et merci encore à Mazar, notamment à Saad Louazani pour l'invitation. Alors aujourd'hui, je représente le FC4S, le réseau des centres financiers verts, qui est le Financial Centers for Sustainability Network. Et l'une des priorités absolues, c'est évidemment la convergence des réglementations et des taxonomies, et aussi la comparabilité des données de par le monde. Ça a été dit dans le panel précédent. Alors maintenant, ici, comment on ressent ça? Tous les pays ne sont pas au même stade de développement. Et si on prend justement les pays en développement ou émergents, eh bien là, il y a quand même un petit problème. Parce que dans certains pays qui ne sont même pas les plus pollueurs, la réglementation européenne sur le green a pu avoir des impacts néfastes. Et là, à titre d'exemple, prenez un pays pauvre qui dépend encore du charbon. Je ne parle pas du Maroc, je parle d'autres pays en Afrique. Le Maroc est vraiment bien avancé sur le développement durable. Comme vous le savez, on a été engagé depuis des décennies sur le développement durable. Mais dans les autres pays africains, il y a encore la transition est encore en train d'être, on va dire, entamée. Et si vous prenez, juste à titre d'exemple, un pays qui dépend encore du charbon pour son électricité, parce qu'il n'a pas encore eu les moyens de convertir son outil de production et qui, du coup, va se voir refuser la réassurance de sa centrale. Et en fait, si l'outil n'est pas réassuré, il est juste à l'arrêt. Ça veut dire plus d'électricité, perte d'emploi, le pays ne peut plus fournir à sa population un des besoins les plus fondamentaux d'aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que c'est juste? Est-ce que vous pensez que c'est fair? Est-ce que vous pensez que c'est durable? En fait, si on n'accompagne pas tous ces pays-là, on va avoir des impacts indirects qui peuvent mener à des crises graves. Et là, évidemment, là, je force le trait, mais en tout cas, ce qui pourrait sembler être une règle simple à mettre en œuvre dans une économie mature pourrait finir par compromettre le développement d'une économie moins mature. Et donc, par rapport à ces impacts directs, les unintended consequences, donc les conséquences imprévues, je pense qu'il est vraiment important de les identifier, de les anticiper en amont et de voir comment adapter les réglementations aux spécificités régionales. Et en parallèle, mettre en place du renforcement de capacité pour accompagner ces pays-là. Alors, j'ai donné l'exemple d'une centrale à l'arrêt, mais ça peut être juste le fait d'avoir un coût de réassurance ou un coût de la dette, une prime de la réassurance qui est tellement élevée ou un coût de la dette qui est tellement élevé que ça ne peut pas se faire. Et donc, comment on gère cela dans les différents pays en développement? Et en plus, si je prends l'Afrique, c'est le continent le moins pollueur. C'est le continent à la fois le moins pollueur, le plus vulnérable au changement climatique et celui qui représente le maillon le plus faible de la finance verte. Et c'est enfin, en même temps, celui qui a le plus grand potentiel de faire le fameux leapfrog, donc le saut qualitatif, pour pouvoir réaliser directement en fait des investissements écologiques, parce que vous savez que en Afrique, beaucoup de pays manquent encore cruellement d'infrastructures et tout est à faire, et donc justement on a cette chance de pouvoir aller directement vers des investissements verts. Alors juste une chose, Cécile, attention, je suis une fervente défenseuse du développement durable et une grande partisane de l'application des réglementations et des taxonomies. Et évidemment, sans une harmonisation des réglementations, clairement, tout le monde sait que la mobilisation du capital est bloquée. Et d'ailleurs, pour tous les nouveaux projets,
on pourrait considérer la même taxonomie partout dans le monde, même dans les pays en voie de développement. On ne devrait plus investir dans un projet s'il ne remplit pas toutes les conditions de durabilité. La question, c'est plus comment traiter l'existant. Et donc, ce que je dis là simplement, c'est qu'on a absolument besoin d'adapter ces réglementations aux spécificités régionales, voire nationales, et en parallèle, mettre en place un renforcement de capacité pour ces pays-là. Alors, comment travailler maintenant sur ces spécificités régionales? Juste un point de réaction peut-être, Souad, je vous voyais acquiescer. Alors, en réaction voilà, sur ces évolutions, cette attention qu'il faut avoir peut-être. Oui, non, j'acquiesçais parce que ce que dit Lamia est très très juste. Et c'est vrai, elle a donné un exemple à l'échelle d'un pays, mais c'est très très vrai aujourd'hui à l'échelle d'une entreprise, ou même parce que ce sur quoi elle met le doigt, c'est-à-dire cette difficulté à avoir accès au financement, elle peut se poser, elle va se poser pour des entreprises également. Dans la précédente table ronde, je crois que c'était Sébastien qui en parlait. Il disait qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de courir pour essayer de publier les informations qui sont demandées. Demain, tout le monde va se comparer et demain, voire après-demain, voire même demain, les investisseurs vont commencer à discuter avec les entreprises en leur disant pour votre financement, je regarde vos indicateurs et c'est pas idéal. Donc, il va y avoir des conséquences qui vont vraiment impacter, qui vont transformer, et ça a été dit aussi dans la précédente table ronde, la façon de travailler de tous les acteurs, les investisseurs, enfin les banquiers, le capital investissement et jusqu'à l'entreprise. Ce que j'entends entre les lignes en vous écoutant, Souad, c'est que c'est un choc très profond dont tout le monde n'a pas encore pris la mesure. Non, je pense que les gens commencent à prendre la mesure. Hein. Nous avons des discussions avec, par exemple, des directeurs financiers. Dans la précédente table ronde, on parlait du fait qu'aujourd'hui, les directeurs RSE ne sont plus tout seuls, mais qu'ils discutent avec leurs homologues, les directeurs financiers. Nous avons des discussions avec des directeurs financiers et des directeurs RSE qui commencent à nous dire, très bien, comment est-ce que tout ça va impacter ma capacité à accéder au financement, ma capacité à pouvoir gagner des parts de marché, et comment est-ce que je peux me transformer, et comment est-ce que je peux démontrer mon impact. Je crois que c'était Yona dans la précédente table ronde qui disait qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire des indicateurs pour faire des indicateurs, il s'agit de prouver qu'on a un impact. Donc ça, les gens, enfin, nous voyons chez nos clients une prise de conscience à ce niveau-là. Je vois, nous avons aussi des discussions avec des fonds d'investissement et qui commencent à dire aujourd'hui, nous avons des indicateurs financiers pour mesurer notre performance et nous rémunérer, ou à la sortie d'un investissement, mesurer effectivement les indicateurs de sortie. Là, ils commencent à intégrer des indicateurs extra-financiers, par exemple, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre à l'entrée dans notre portefeuille et celles à la sortie de notre portefeuille. Ça peut être un indicateur social, comme la création de l'emploi. Non, il y a une prise de conscience. Maintenant, effectivement, et c'était encore dans la précédente table ronde, on est au début d'une transformation profonde. Et vraiment, l'enjeu, il est de bien se dire qu'aujourd'hui, on n'est pas juste en train de faire du reporting ou de la conformité réglementaire, mais on doit démontrer son impact et on doit le faire de manière intelligente, en lien avec nos priorités opérationnelles. Lamia, pardon, je vous ai interrompu tout à l'heure. Je sais que vous aviez un deuxième point. Alors, je vous redonne le micro et on vous entend. Oui, c'était justement comment travailler sur ces spécificités régionales et nationales. Et en fait, pour nous, dans le cadre du FC4S, qui est donc encore une fois un organisme, enfin un collectif mondial, l'idée c'est de mettre en place un cadre qui soit flexible. Je ne sais pas si ça peut parler aussi à Souad sur la partie entreprise, mais en tout cas, l'idée c'est de ne pas mettre des seuils qui soient uniformes. Et il y a une pratique internationale déjà bien établie, qui est l'équivalence technique ou la reconnaissance mutuelle, technical equivalence. Et là, on pourrait trouver un ratio qui soit acceptable pour adapter la mise en œuvre des normes internationales de durabilité aux différents pays. On pourrait dire par exemple qu'un actif est vert s'il remplit 100% des critères d'éligibilité en Europe, alors que dans certains pays d'Afrique, il peut remplir 70% de ces critères et c'est OK parce que le pays en question n'est pas pollueur, ou en tout cas beaucoup moins pollueur que des pays développés. Et puis, en parallèle, il y a vraiment une action multilatérale, voire régionale, à mettre en place en soutien pour accompagner ces pays. Et là,
c'est ce qu'on fait, nous, dans le cadre du FC4S, donc notre réseau. On accompagne un certain nombre de pays dans la mise en place de leur feuille de route finance verte, des pays africains, des pays asiatiques, mais également des pays européens, en fait. Et pour certains, notamment ceux qui n'avaient pas encore d'organes de pilotage de leur place financière, eh bien, ils ont créé leur place financière avec une ADN verte dès la naissance, grâce à toutes les sensibilisations qu'on a pu faire en amont. Et donc, par exemple, la place financière du Nigeria s'appelle FC4S Lagos, donc Financial Centers for Sustainability Lagos. À Abidjan aussi, l'objectif, c'est qu'il crée Abidjan Finance City qui soit verte dans son ADN, et on fait un suivi régulier. Et donc, pour cela, on a mis en place un rapport d'évaluation annuelle, ce qu'on appelle l'Assessment Tool, dont je pourrais parler tout à l'heure, et qui permet justement de voir où en est chaque centre financier, parce que, évidemment, avant de pouvoir dire qu'est-ce que chaque centre peut faire de plus, y compris au niveau de la réglementation, il faut déjà savoir où en est chacun. Et si ça vous intéresse, je pourrais en parler tout à l'heure. Juste une réaction, Maude. Cette capacité d'adaptation qu'évoque Lamia et que souhaite Lamia, est-ce que c'est possible ? Oui, je pense. Enfin, non seulement c'est possible, mais c'est fortement souhaitable, parce qu'on n'opère pas encore une fois en silo et que le système financier mondial doit être aussi fluide que possible. Aussi parce que on est tous conscients qu'on ne va pas faire un saut quantique juste en claquant des doigts, et que tout ce que les réglementations mettent en place ont avant tout pour ambition de faciliter aussi une transition de comportement et d'adaptation aux nouvelles obligations. Et dans la façon dont... alors, certaines critiques ont été faites sur les textes européens, notamment la taxonomie, qui est une vision très figée, mais la logique et l'ambition, en tout cas européenne, c'est précisément d'inclure cette adaptation et adaptabilité en donnant les moyens aux acteurs économiques et financiers. Alors, je voulais revenir sur les conséquences concrètes que ces réglementations vont avoir. On a déjà parlé des entreprises, mais peut-être si on regarde du côté des banques, Sylvie, comment est-ce que ça se passe dans le secteur financier ? Alors, tout cet arsenal réglementaire a essentiellement deux impacts immédiats. C'est tout d'abord, ça clarifie les choses, parce qu'effectivement, c'est important de savoir ce qui est considéré comme vert ou pas vert. Donc, ça clarifie. Et la deuxième conséquence de ces réglementations, c'est que ça oriente. Ça oriente les actions des entreprises et ça oriente surtout les financements des banques. Et donc ça, c'est très important parce que sur certains grands projets, il faut absolument des financements et des financements bancaires. Et c'est vrai qu'il y a certains projets qui trouvent plus de difficultés à se financer parce qu'ils ne rentrent pas dans le schéma qui est favorisé par les nouvelles réglementations, notamment européennes. D'ailleurs, Lamia parlait de l'Afrique, mais ce n'est pas la peine d'aller aussi loin. En Europe, si vous prenez l'Allemagne, il y a certaines parties d'Allemagne, notamment tout ce qui correspond à l'ancienne Allemagne de l'Est, qui se chauffe encore au charbon. Et d'un point de vue bancaire, c'est très difficile de continuer à financer ces projets parce que ça ne rentre pas dans les critères et parce que du coup, c'est pénalisé par les normes réglementaires qui sont suivies par les superviseurs et c'est même pénalisé par les investisseurs qui regardent attentivement la part des financements accordés par les banques dans tout ce qui est vert et à contrario ce qui n'est pas vert. Alors en termes de conséquences opérationnelles, donc c'est comme à chaque fois, il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. Bon, les aspects positifs, je viens de le dire, c'est que ça clarifie la situation, ça évite le greenwashing, ça oriente les financements vers des projets souhaitables et souhaités. Avant de passer aux aspects plutôt négatifs, il y a quand même énormément en fait, de challenges pour toutes les entreprises aujourd'hui. Parce que d'abord, on l'a déjà dit dans la précédente table ronde, mais il y a un impact très fort en matière d'information. Donc il y a un travail très important à faire en termes de collecte d'informations, en termes de gestion et de restitution de ces informations selon des objectifs normés maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Maud disait il suffisait de faire un pointage informatique. C'est très très compliqué de faire un pointage informatique dans une entreprise quand on n'a pas, au moment où l'information rentre dans le système d'information, fléché ces éléments-là. Parce que si il faut revenir à l'information essentielle et que ça n'a pas été prévu au départ dans le système d'information, c'est quasi impossible à faire, ou c'est très très coûteux. Donc en termes de collecte et de gestion de l'information au sein de l'entreprise, mais aussi au sein des banques, c'est très compliqué, c'est un énorme challenge.
Et puis, pour les établissements financiers, ces réglementations sont mises en œuvre par les superviseurs qui ont des exigences de plus en plus prégnantes en matière de suivi de ces indicateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est demandé aux banques d'intégrer ces aspects environnementaux dans le risk management. Donc ça, ce n'est pas forcément évident d'intégrer ça dans les informations, je viens d'en parler, mais d'intégrer ça aussi dans le reporting interne qu'ils font à leurs organes de direction. Et donc ça, c'est tout à fait suivi par les régulateurs dans chaque pays, par la BCE. Et puis, en même temps, ces superviseurs font des exercices de contrôle réguliers. Et notamment, pour la première fois, la BCE va faire, au printemps de cette année, un stress test climatique. C'est-à-dire qu'elle va regarder de quelle manière les banques, sous son contrôle, sont bien armées pour faire face à ces dispositions et suivre ces nouvelles exigences réglementaires. Et donc là, on peut arriver peut-être aux aspects plus négatifs pour les établissements qui ne suivent pas ça. Donc j'ai mentionné d'abord l'aspect tout à fait individuel qui est la faisabilité de certains financements qui devient plus difficile pour les établissements. Et puis en interne, si les établissements ne respectent pas ces règles, elles pourraient même à terme se voir imposer des charges en capital supplémentaires. Donc là, on n'en est pas encore là, mais la Banque d'Angleterre l'a évoqué et la BCE ne s'interdit pas de demander une couverture en capital supplémentaire s'il apparaîtrait que la banque ne prend pas suffisamment en compte ces aspects-là dans l'octroi de ses financements. Donc c'est quand même des conséquences très pratiques, à la fois pour les établissements financiers, mais a fortiori pour les encours qu'ils sont amenés à donner, donc pour les entreprises qu'ils financent. Soit je me tourne vers vous pour les conséquences sur d'autres acteurs. Alors je pense en particulier soit aux acteurs du M&A, soit au fonds. Est-ce que vous voyez déjà des changements chez eux ? Oui. Et je voudrais peut-être avant de répondre, rebondir sur ce que vient de dire Sylvie, qui est très, très important. Une autre conséquence qu'on verra, qu'on voit déjà dans les banques, c'est que au vu de ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire cette nécessité de pouvoir à chaque ligne de financement comprendre. En fait, aujourd'hui, une banque doit être capable de comprendre une trajectoire carbone de son client. Elle doit être capable de comprendre quelles conséquences sur la biodiversité a l'activité de son client. Et ça, concrètement, ça veut dire que vous devez avoir des experts carbone ou des experts biodiversité vraiment intégrés, ou alors, et c'est ce qui a été dit dans la précédente table ronde, vous devez revoir le modèle de compétences de votre back-office ou front-office. J'allais être très méchante, mais je ne suis pas sûre que tous les responsables de banque soient parfaitement au point déjà sur les business models de leurs entreprises, enfin de leurs clients. Donc là, il va falloir ajouter à ces premières compétences de nouvelles compétences. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quand vous discutez aujourd'hui avec des banques, on faisait une blague dans la précédente table ronde sur le marché, le recrutement qui est compliqué. C'est parce qu'ils sont en train de rechercher ces profils-là. Et il y a donc parce qu'aujourd'hui, voilà, on ne va pas pouvoir créer des experts comme ça du jour au lendemain. Il y a une vraie réflexion à avoir sur et on l'a dit précédemment, le modèle de compétences. Il y a une vraie réflexion à avoir sur les modèles d'évaluation. Ça, c'est une conséquence très concrète au niveau des banques. Au niveau du capital investissement, là, ce qu'on voit, c'est que ça fait plusieurs années que les sujets ESG sont pris en compte. On est passé d'une situation où on avait des investissements ISR qui étaient une niche à des critères ESG qui sont intégrés dans les investissements, on va dire, plus mainstream avec des due diligence ESG. Aujourd'hui, on constate que les due diligence ESG se normalisent, si ce n'est se systématisent pour certains acteurs. Donc, elles deviennent en fait quelque chose qui est incontournable. Et ce que nous voyons aussi apparaître, c'est que, et j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a donc ces due diligence ESG qui se développent, mais il y a aussi maintenant une réflexion sur je ne me rémunère pas uniquement, je ne calcule pas ma rémunération uniquement sur la base d'indicateurs financiers, mais peut-être que je commence à prendre en compte des indicateurs d'impact extra-financiers. Aujourd'hui, cette réflexion est l'apanage des fonds à impact, mais moi, je suis convaincue que ça va, et on le voit, ça va devenir quelque chose qui va, comme avant, qui va suivre le même voyage que les investissements ISR et qui va vraiment être intégré dans les réflexions plus mainstream.
Lamia, peut-être une réaction rapide sur ce que vous voyez, vous, dans les places financières. Alors, effectivement, là aussi, on voit une multitude de réglementations différentes selon les continents. Et alors, c'est vrai qu'on n'est pas au même niveau logique entre ce que disent les différentes intervenantes du panel. C'est vrai que je suis à un niveau un peu plus macro. Mais en tout cas, pour nous, et peut-être que je serais bien que je rappelle à l'audience ce que c'est que le FC4S. C'est en fait le réseau des centres financiers verts qui a été fondé par la présidence du G7 en partenariat avec les Nations Unies en 2017. Il représente aujourd'hui plus de 80% des marchés financiers mondiaux, avec une quarantaine de membres. On a évidemment Finance for Tomorrow, la place française. Et l'objectif, c'est de verdir les systèmes financiers. Et à ce titre, on pense, nous, que les centres financiers sont le bon échelon pour travailler sur toutes ces réglementations, parce que ce n'est pas seulement un regroupement de banques ou un regroupement d'assureurs ou d'asset managers, c'est vraiment l'écosystème qui consolide tous ces acteurs en synergie et qui regroupe également les régulateurs. Alors, pour revenir à votre question, c'est évidemment crucial de travailler sur les réglementations, mais c'est aussi très important de démontrer que ces réglementations ont un impact chiffré. Et le seul moyen de mesurer l'évolution de la finance durable, c'est de donner de la data. Mathieu Ribs en a parlé dans le panel précédent. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs du réseau des centres financiers verts, c'est de fournir la data, parce qu'à notre sens, les données de marché sont essentielles pour, on va dire, instaurer la confiance dans la transition et garder ce momentum de transformation. Et donc justement, je parlais tout à l'heure de l'outil qu'on a développé, qui s'appelle le Assessment Program. Il a été lancé il y a quelques années et il a pour objectif d'évaluer l'état de la finance verte dans les principaux centres financiers du monde en recueillant des infos quali et quanti directement au niveau local. Et d'ailleurs, en France, Finance for Tomorrow, qui réunit donc l'ensemble des parties prenantes engagées dans la finance durable, a beaucoup travaillé là-dessus, même pour concevoir cet outil. Et la philosophie derrière, c'est qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est pour ça que la data est vraiment importante. C'est un exercice de transparence pour l'écosystème qui permet d'accélérer la transformation et ensuite même entre les écosystèmes. Parce que du coup, on a en fait un rapport qui est consolidé et qui présente tous les centres financiers. Donc, il y a quand même une émulation aussi entre chaque centre. Et puis ensuite, dans son propre écosystème, on a aussi un rapport individualisé par centre financier. Et c'est vraiment unique, cet outil est unique dans le sens où pour la première fois dans l'histoire de la finance verte, on présente de manière holistique et mondiale des éléments à la fois quali et quanti sur la dynamique de marché de la finance durable, y compris les différentes réformes, y compris les réglementations qu'il y a en place, etc. Et donc, c'est vraiment un outil qui est le résultat d'une mouvance collaborative et qui est utilisé aujourd'hui par beaucoup d'instances internationales, notamment le groupe de travail sur la finance verte du G20, du G20, le SFSG, Sustainable Finance Study Group. Et le rapport de cette année est en cours de publication et je pourrais le partager avec qui le souhaite dans quelques semaines. Et en fait, pour faire le lien aussi avec la première question, en fait, cet assessment programme est très utile pour élaborer le plan stratégique et la feuille de route finance verte, même au niveau des instances dirigeantes des pays. Donc, par exemple, le FC4S a travaillé directement avec le ministère des Finances irlandais sur la feuille de route finance verte sur la base de cet assessment programme. Ça veut dire que cette feuille de route impacte évidemment les réglementations locales dans chaque pays. Et encore une fois, pour info, on publie de manière globale, anonyme et consolidée les résultats du questionnaire d'évaluation, mais on envoie aussi le rapport individualisé à chaque centre financier. Donc, Lamia, je vais vous interrompre pour rebondir sur la feuille de route. J'aime entendre votre enthousiasme, Lamia, et j'aime... Voilà, j'aime beaucoup vous entendre, vous, spécialiste sustainability, de tout ce que vous portez. En même temps, quand on discute avec des responsables de fonds, avec des banquiers, on entend quand même des choses assez dures, du type ouais, enfin c'est quand même une usine à gaz, ouais, enfin bon, ça c'est un peu beaucoup se compliquer la vie, on se tire une balle dans le pied parce qu'on est en train de se mettre des normes que clairement les banques chinoises ne se mettent pas. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous redonner, enfin voilà, on se rapproche déjà de la fin de la table ronde, mais je voudrais... Qu'est-ce que vous répondez à ça, et de façon peut-être moins
idéalistes. Sylvie ? Oui, c'est vrai que l'Europe a toujours tentation de vouloir tout réglementer, et le fait d'ailleurs très bien, beaucoup d'experts en la matière. Le problème, en l'occurrence, c'est que les banques, les entreprises européennes qui ont leur siège en Europe sont contraintes par ces règles, et ce n'est pas le cas des entreprises et des banques qui sont à l'extérieur. Donc, c'est vrai, tout à l'heure, Maud a expliqué que la réglementation européenne serait tellement sophistiquée que du coup, les banques et les entreprises européennes n'auraient pas à faire plus pour les places à l'extérieur de l'Europe. Le problème, c'est ce qu'auront à faire les entreprises et les banques hors de l'Europe pour venir en Europe, c'est-à-dire qu'ils auront à faire moins. On parlait aussi tout à l'heure de l'orientation des financements vers vers uniquement des actifs qui correspondent à ces nouvelles règles. En fait, les financements qui viennent des banques américaines, chinoises, comme vous l'évoquez, n'ont pas respecté cela. Donc, sur certains appels d'offres, c'est sûr que les banques européennes se trouvent en position un petit peu, pas un petit peu, complètement de concurrence, par ailleurs, par rapport à d'autres acteurs qui n'ont pas respecté les mêmes contraintes. Donc, s'il y a un message à passer à la Commission européenne, c'est de faire attention à ne pas mettre ces entreprises et ces banques en situation de distorsion concurrentielle par rapport aux établissements externes à l'Europe. Maud, comment rassurer les gens? Voilà, en fait, c'est ça. Je veux... Oui. Très pragmatiquement, encore une fois, on est dans une période de transition et donc il n'est pas attendu ni des acteurs économiques ni des acteurs financiers qu'ils soient parfaits dans l'application de la réglementation demain. D'ailleurs, le président de l'AMF, Robert Hoffel, l'a dit très récemment dans des publications, qui a été repris par l'ESMA, qui est l'équivalent de l'AMF au niveau européen. Les superviseurs ne sont absolument pas dans une logique de sanction. Ils sont dans une logique d'accompagnement. Et tout le dispositif européen est dans cette logique-là. Donc oui, on va demander à tous les acteurs de faire leur maximum, et on en a beaucoup parlé, je ne vais pas revenir sur les détails, pour rentrer dans le mouvement, mais il n'y aura pas de sanctions, y compris pas de sanctions financières pour les acteurs économiques avant un certain temps. L'objectif, c'est d'accompagner cette transition et d'accompagner les acteurs économiques. Alors on a tous beaucoup de choses à faire pour contribuer à cette transition, mais personne ne sera sanctionné à court ou moyen terme sur leurs potentielles difficultés à suivre le mouvement réglementaire. Donc je pense que ça, c'est vraiment très important. C'est faites de votre mieux. Ne restez pas isolés. C'est-à-dire, allez chercher de l'aide chez vos partenaires financiers qui ont des moyens de vous accompagner. Dans l'industrie dans laquelle vous êtes, ne restez pas isolés. Cherchez de l'aide à l'extérieur. Et ce qui sera important, c'est d'être capable d'articuler comment on va aller d'un point A à un point B et ce qu'on va chercher à mettre en œuvre comme ressources pour y aller. Et ça, dans un premier temps, entre guillemets, ce sera suffisant. Soit, comment susciter l'adhésion? En fait, je pose la même question, je la retourne un peu. Hein, mais quel est, selon vous, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ce mouvement tous ensemble? C'est vrai que c'est une vraie question qui se pose, parce que Sylvie l'a souligné, il y a une question de distorsion de concurrence, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part de certains secteurs qui ne sont pas totalement dans les clous par rapport à la taxonomie. Moi, je dirais juste que il faut, aujourd'hui, on est dans une phase où tout le monde est en train de courir pour essayer de comprendre comment on va calculer. Il faut essayer de sortir de l'exercice tick de box et repenser à les fondamentaux de toute cette réglementation. Un des fondamentaux, c'est de bien identifier ses propres risques, son exposition aux risques liés aux dégradations environnementales dans leur sens le plus large. Et ça c'est en soi quelque chose qui peut motiver des investisseurs, parce que bien mesurer le risque l'exposition au risque de son portefeuille, quelque part, c'est une garantie aussi de performance financière à la sortie. Et c'est pas pour rien qu'un acteur comme BlackRock aujourd'hui met ça dans ses courriers. Alors on peut dire ce qu'on veut sur BlackRock, il n'empêche qu'il y a une véritable question de mesure du risque et d'identifier comment est-ce qu'on peut continuer à être performant, comment est-ce qu'on peut adapter son modèle économique à un monde qui est en train de changer. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui,
de toute manière, on le voit autour de nous. C'est vrai qu'il y a une première réaction, on va dire, par rapport à la réglementation, de dire encore une réglementation, encore une couche, encore de la bureaucratie. Mais les entreprises, et ça transparaissait pas mal dans le discours de la précédente table ronde, aujourd'hui, elles comprennent qu'elles ont aussi à y gagner en termes de rentabilité et de demain, dans un monde bas carbone, est-ce que je serai toujours relevant, pertinent? Est-ce que je serai toujours rentable dans un monde bas carbone? Et c'est ça que cette réglementation va aider à voir en interne. Lamia, votre message fort peut-être aussi en conclusion sur notre table ronde, s'il y a une chose sur laquelle vous voulez insister. N'oublions pas que la transition, pour qu'elle soit durable, doit être une transition juste, avec une anticipation des impacts au-delà de l'Europe et au-delà de ses propres frontières, et surtout dans une approche de co-développement, notamment avec les pays émergents. Peut-être que ça peut aussi se translater sur le monde de l'entreprise. Et maintenant, il y a une véritable urgence, parce que comme l'a dit Sean Kidney dans Climate Bond Initiatives, si nous arrêtons les émissions de gaz à effet de serre dès demain, le changement climatique continuerait de s'aggraver au cours des... le climat continuerait de s'aggraver au cours des 30 prochaines années avant de s'améliorer. Donc, évidemment, il y a une urgence. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail devant nous. Mais ce qui serait bien, en tout cas par rapport aux régulateurs européens, c'est qu'ils intègrent dès le départ et en amont les discussions avec les pays émergents ou les pays en développement, ou au moins des têtes de pont. Voilà mon mot de la fin. Soit un petit mot de la fin rapide, s'il y a une chose sur laquelle vous voulez insister, s'il y a une chose à faire cet après-midi pour nos auditeurs. Moi, c'est sur le pragmatisme, c'est-à-dire aborder toutes ces réglementations avec pragmatisme, en gardant vraiment en tête le fait que tout ça a vocation. La finalité, c'est d'identifier vos impacts et vos externalités, mais aussi votre exposition au risque. Donc, pragmatisme. Il y a beaucoup de... On peut tomber dans le piège du tic de box où on va faire du reporting pour faire du reporting et s'épuiser. On peut tomber dans les arlésiennes sur l'évaluation d'impact en sortant des thèses de doctorants à non plus finir. Il y a des façons très pragmatiques de faire. C'est en train d'être mis en place. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui se mettent en place. Et c'est peut-être à travers de casser les silos, comme on vient de dire, et de faire dialoguer les différents écosystèmes, ce dont parlait Lamia, par exemple, un acteur comme qui permet en fait de croiser vraiment tous de faire se rencontrer les différents écosystèmes. Et c'est comme ça qu'on peut innover et y arriver ensemble. Vraiment pragmatisme, moi, je dirais. Maud ? Sur la même veine du pragmatisme, moi je pense que ce qui est important, c'est que tous les acteurs réalisent que tout le monde est en mouvement. Et donc certains sont plus avancés. Et en comparaison, on peut se sentir en retard. La bonne nouvelle, quand on est un peu à l'arrière du train, c'est que d'autres ont fait les efforts avant nous. Et donc, il n'y a rien à réinventer. Il faut s'inspirer. Et Sébastien l'a illustré à de nombreuses reprises dans la première table ronde. Des choses existent déjà. Et donc, mon message à ceux qui se sentent peut-être un peu en retard, c'est paniquez pas, en fait. Rapprochez-vous des gens qui vous ressemblent, qui ont déjà fait. Les solutions sont sur la table aujourd'hui. Sylvie ? Peut-être deux messages. Le premier à l'attention des entreprises et des banques, c'est de prendre ça vraiment au sérieux. Ces règles ne vont pas disparaître et donc effectivement, ce n'est pas juste un exercice cosmétique. Il faut améliorer et changer la méthode de faire le business pour intégrer ces nouvelles dispositions. Donc prendre ça très au sérieux, ça ne va pas disparaître. Et puis à l'intention des régulateurs de regarder un petit peu le monde autour d'eux, pour éviter d'une part de mettre ses propres entreprises, financières ou non, en situation de distorsion de concurrence, et pour ne pas pénaliser des régions entières du monde qui ne seraient pas au même niveau de développement. Écoutez, merci beaucoup à toutes les quatre. Merci à tous qui nous avaient suivis pour cette matinée Sustainability et qui sera bientôt accessible en replay. Ça, c'est une façon de faire de la formation, de l'information dans ces sujets, comme on a vu, c'est très important. Merci à tous. Merci Cécile. Merci. Merci.